Alors j'avais une première question, Pierre, si tu veux bien. Parce que tes mots résonnent et résonnent très profondément. Ce constat, tu as ce talent incroyable de le poser. Il nous fait mal, il est dur, on l'encaisse. Surtout que tu fais partie d'une génération et plein de gens comme moi et d'autres arrivent avec un capital pollution encore plus conséquent. Et tu arrives toujours finalement à mettre de la poésie tout en nous disant ouais, ça va mal et on est là emboîté par eux. Mais Pierre Rabhi, il s'est pas fait aujourd'hui. Pierre Rabhi, il a une histoire et on a besoin, Cyril que tu connais bien, dit ça, il faut recréer un imaginaire, recréer des histoires. Est-ce que tu voudrais bien introduire cet échange avec un souvenir qui t'a ému aux larmes? Quelque chose qui a vraiment fait battre ton cœur et que tu voudrais bien nous partager si ça t'est très personnel. Garde-le pour toi, mais un souvenir vraiment. Où là, ça a permis au Pierre Rabhi, qui était peut-être à l'usine à une époque, ou au Pierre Rabhi qui a commencé à construire, mais qui à un moment a été freiné par un truc. Où, tu vois, ce Pierre Rabhi qui n'était pas encore celui qui est connu, celui qui a pu la convaincre. Et à ce moment-là, je pense que tu as eu au moins une fois, si ce n'est pas 10 000, de la beauté. Tu en parles souvent. Est-ce que tu veux bien nous partager C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai une histoire très singulière que j'ai essayé d'évoquer dans un ouvrage que j'ai intitulé « Du Sahara aux Cévennes » pour essayer de m'expliquer sur un itinéraire qui n'a pas été facile. Orphelin à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire la non... comment dire, je n'ai pas assouvi en quelque sorte l'affection et la tendresse féminine dès le départ d'une mère. Donc je suis pas en train de pleurer sur moi, c'est surtout pas. C'est simplement expliquer les faits tels qu'ils ont été. Et à partir de là, je pense que ça nous détermine énormément, parce que la prime enfance est très importante, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup soigner la prime enfance, parce que c'est la façon dont on oriente l'enfant qui va devenir un adulte. Alors, il faut faire attention de bien l'engager dès le départ. Moi, il n'y a pas eu cette... voilà. Donc, à partir de là, j'ai plus des souvenirs douloureux dès le départ. Et ensuite, un itinéraire, je n'ai pas besoin de revenir dessus, qui est passé du nord au sud, de l'islam au christianisme. Alors, très chahuté. Très chahuté et à la fois écartelé. À la fois... les éléments de ma culture musulmane et les éléments de ma culture européenne et chrétienne, quelquefois ils convergeaient et ils enrichissent, et quelquefois ils divergent et ils écartèlent. Donc ça fait partie de l'itinéraire. Il est possible que ça soit cet itinéraire qui m'a, plutôt que de rentrer dans une révolte qui serait stérile, m'a peut-être beaucoup sensibilisé à la vie. Alors, ceux qui connaissent un peu l'itinéraire, c'est-à-dire que je suis né dans le désert, d'une famille musulmane, et puis j'ai été élevé suite à la perte de ma mère par une famille chrétienne, et donc j'ai été très rapidement, disons, passé du sud au nord, de l'islam au christianisme, mais avec, dès le départ, leurs contradictions. C'est-à-dire, étant enfant, quand j'étais dans ma famille traditionnelle, on me disait « ne bois pas de vin, ne mange pas de porc ». Quand je suis allé dans ma famille française, on se régalait de... Ma mère était une bourguignonne, était capable de siffler sa bouteille de vin sans aucun problème. Et puis on se régalait de saucissons et de trucs. Donc, et ensuite, tout ce qui concerne l'enseignement religieux, où dans l'islam, on dit Dieu est transcendant, c'est-à-dire il n'a pas été engendré, il est au-dessus de l'histoire humaine. Et de l'autre côté, on me raconte que le Christ, c'est le Fils de Dieu, etc. Alors, si je suis cinglé, c'est pas pour rien. Dès le départ, vous êtes parti, vous regardez d'un côté, vous dites, et là, vous regardez à l'autre, vous dites, mais enfin, qui a raison dans tout ça, quoi? Et on essaye de faire son chemin. Et c'est
et c'est ce qui m'a amené finalement à me dire peut-être que les philosophes vont m'aider à comprendre. Parce qu'un philosophe, ça se pose des questions, ça se pose des questions, ça tente de donner des réponses. Donc j'ai avalé des tas et des tas de philosophes, mais j'ai constaté qu'eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Et donc, quand je suis arrivé à quelqu'un que j'estime une conscience inouïe de l'humanité, c'est Socrate. Pourquoi c'est une conscience inouïe et pourquoi Socrate est quelqu'un qui a été très conscient, extrêmement conscient? C'est parce qu'il a dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et qui peut dire qu'est-ce que nous savons? Nous savons des bribes de choses, bien sûr, dans les domaines de la technologie, dans le domaine du savoir élémentaire, nous savons beaucoup de choses. Mais savoir quelque chose sur le destin, pourquoi sommes-nous sur Terre, qu'est-ce que nous représentons, etc., etc. Non, moi je ne sais rien, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé à un être. Ou alors si, il y a des trucs qui m'ont dit, qui disent « ah si ». Mais à quel moment j'avais bu Catuisti, ou comment j'ai souscrit à la vie comme ça, non, on tombe dans l'absurde. C'est-à-dire à vouloir trop expliquer, on n'explique rien. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que l'on peut comprendre dans le monde des phénomènes. On fait des prodiges technologiques. Voilà, on fait des prodiges technologiques. La preuve, ça, enfin tout. Les ondes, etc. Et donc, nous avons des facultés énormes en termes de comment gérer les phénomènes et comment tirer parti des phénomènes. Mais si des extraterrestres nous étudient, ils diraient, bon, ils nous étudient, ils ne peuvent pas dire que nous sommes intelligents. C'est impossible qu'ils disent que nous sommes intelligents. Comment se fait-il? Ils ont une planète magnifique. Tout ce qu'ils trouvent à faire sur cette planète, c'est s'entrégorger, c'est la polluer, c'est la détruire. Donc, ça ne peut pas de l'intelligence. Par contre, on est obnubilé et un peu aveuglé par nos prouesses. Nous faisons voler des avions, nous faisons des choses, phénoménales en tant que phénomène. Mais est-ce qu'il y a véritablement une intelligence qui met en ordre tout ça de façon à ce qu'il fasse bon de vivre sur cette planète et que ça ne continue pas à être une planète de malheur, de souffrance, et une planète que l'on détruit systématiquement? Est-ce que nous avons atteint... Ça, c'est de l'intelligence. Mais l'intelligence n'est pas humaine, contrairement à ce qu'on croit. L'intelligence, elle préexiste à nous. C'est simplement, est-ce qu'on s'ouvre à cette intelligence, ou on se ferme à cette intelligence, ou on croit que nous sommes intelligents? Voilà. Et donc, tant qu'on... Moi, mon meilleur maître, ça a été la nature. Parce que je me suis rendu compte que, même en tant que jardinier, je prends une graine, elle est insignifiante, je la mets dans la terre, elle s'épanouit. Mais la graine, elle n'est pas allée à l'école pour apprendre des choses. Et de même, ce qui est dans notre corps. Pendant que je vous parle, les pulsations cardiaques sont là. Il n'y a pas un bouton circulation du sang. Il n'y a pas un bouton digestion. Tout se fait, et même notre microcosme physique est imprégné de cette intelligence, de ce rythme de l'intelligence. Donc elle préexiste, mais le problème c'est qu'on se ferme à cette intelligence en croyant que nous sommes malins. J'aime bien poser des questions. Hein. Oui. Te considères-tu intelligent? Moi, non, pas du tout. Non, je considère que je me suis ouvert à l'intelligence de la vie. Oui, ça oui. Et puis, finalement... Tu es la nature aussi. Oui. On en discutait tout à l'heure, on est la nature. Est-ce oui, que Pierre voilà. Rabhi, justement, s'ouvrant à cette nature, modestement, on va dire, je ne suis pas intelligent parce que la question peut être maladroite, répondre oui devant tout le monde, bon. Mais par rapport à ce constat de l'humanité, de sa violence, de cette dualité, toi, nous, on t'aime parce que tu nous invites à cette intelligence. Et derrière cette question, en fait, j'ai une autre question. Je me permets de répondre à ta place, et je pense que personne n'a sauté dessus. Nous, on te trouve intelligent sur cette intelligence de la nature, sur cette expression de son intelligence. Quelle serait, à quelqu'un qui ne serait pas du tout intelligent, qui n'aurait pas compris cette intelligence de la nature, justement, pas un enfant mais un adulte, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Qu'est-ce qu'on peut regarder dans la nature, peut-être facilement,
Donc qu'est-ce qu'on peut regarder dans un jardin pour ouvrir à l'intelligence? Tu vois où je veux t'amener? Oui, non, mais je comprends très bien. Non, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui a créé le monde. Alors après, on peut dire comme mono, hasard et nécessité, mais on peut dire aussi divin. Moi, je pense qu'il y a une intelligence divine, quelque chose qui a une magnifique intention. Maintenant, quand on cherche à la décrire, on n'y arrive pas, parce qu'ensuite on retombe dans la dualité, parce que chaque religion revendique la vérité. C'est ma religion qui est la vraie, la tienne c'est la fausse, etc. Et on retombe, même au nom du Christ. Moi je reste rattaché au Christ. Ce type qui a voulu, qui a insisté énormément sur l'énergie amour. Il a énormément insisté sur le fait qu'il n'y a qu'une énergie qui peut changer le destin de l'humanité, c'est l'amour. Moi je reste très attaché à ça. Mais à condition que ce soit l'amour au sens large. Et c'est pas de l'amour, nous deux, intimité, c'est pas ça. C'est l'amour intégral, c'est-à-dire où on a cette sensation d'amour à l'égard de l'arbre, à l'égard de la terre, à l'égard de tout ce qui vit. Malheureusement, on est obligé d'être dualiste souvent. Si des souris me mangent mon blé, je suis obligé d'agir quand même. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, on n'est pas obligé de les tuer, on peut agir envers la souris. Oui, mais sans bon, avoir une vision, après c'est les diverses solutions, parce que nous sommes dans un monde dans lequel il est certain que si un lion me rencontre, il ne se fera pas d'état d'âme. S'il a faim, il a faim. Mais avec la différence, c'est que le lion, quand il est rassasié, il ne détruit pas. C'est tout. Mais nous, disons, il n'a pas de... Il mange des antilopes, mais il n'a pas de... Il n'a pas de stock d'antilopes, ni il ne vend pas les antilopes. Il prend ce qui lui revient, comme n'importe quelle créature prend ce qui lui revient, parce que c'est la dynamique de la vie elle-même. Voilà. Ça, il faut faire cette différence avec l'être humain qui veut toujours plus. Il veut, et il accapare, il capitalise, au point qu'aujourd'hui ça devient un problème, parce que ceux qui ont des capitaux sont en train de confisquer à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui devraient être considérés comme les biens de l'humanité, et donc non pas des biens qu'on peut acheter et vendre comme on veut. Autrement, on peut pousser l'absurde jusqu'à dire, il y aura un cartel de milliardaires qui achèteront la planète et on sera tous des locataires. Dans la logique, je suis en train d'écrire le 3e livret que nous faisons avec Juliette, c'est sur l'économie et sur la finance. Eh bien, moi je prétends que ce qu'on appelle l'économie, c'est de la prédation légalisée. C'est-à-dire, du moment que j'ai de l'argent, mais c'est de la prédation. Il faut le savoir que c'est vraiment de la prédation. Et aucun être humain sur cette planète ne devrait avoir le droit d'accaparer le bien qui revient à tous, sous prétexte qu'il a de l'argent. Et c'est pour ça que le capitalisme, quand il outrepasse, il devrait être régulé par des lois. Des lois qui devraient dire, d'accord, mais ça, c'est le bien commun, personne n'y touche. Il est transmissible de génération en génération. Et aujourd'hui, on est dans la logique de l'accaparement de quelques cartels planétaires qui ont l'argent et qui ont les moyens, et donc qui confisquent à l'humanité le bien qui revient à l'humanité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui les États s'honoreraient au plan international de définir le bien commun, la planète comme le bien commun de l'humanité et des créatures. Il n'y a pas aucune raison que ce soit nous, les hommes, qui ont droit au détriment des autres créatures qui ont droit aussi. Et je ne suis pas du tout pour que l'homme se mette comme au-dessus de tout le monde et fasse n'importe quoi de la vie sous prétexte qu'il a de l'argent. Voilà. Et donc c'est pour ça que sans cette régulation, ce qui va se passer, et c'est en train de se faire d'ailleurs, c'est en fait la thésaurisation
de l'espace, des biens, etc., par des minorités. Et du coup, d'ici quelques décennies, et même déjà maintenant, on va se retrouver avec une nature privatisée, c'est-à-dire la nature privatisée. Et la nature ne doit pas être privatisée. La nature, c'est la nature et c'est le bien commun. Voilà. Et c'est pour ça que cette question de l'économie est absolument fondamentale. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ce serait la conscience de l'homme vis-à-vis de la mort qui, faisant redouter la mort, aurait tendance à stocker et à créer cette économie? Et si oui, pour toi, la mort est-elle une tragédie? C'est-à-dire que l'être humain, regardez, on voit les enfants, nous avons tous été enfants. Moi, quand j'étais enfant, la mort, ça me passait par-dessus la tête. Je voyais bien sûr des gens mourir, tout ça, mais et puis il apprend que, voilà, un jour, il faudra partir. Donc ça, et alors là, mais en tout cas, cette réalité dans laquelle je peux m'insérer, réfléchir, je sais que je vais mourir. Maintenant, quand, j'en sais rien. Sauf à prendre la décision de ma propre finitude, et encore. Donc, sachant cela, ça crée quoi dans la psyché humaine? Cet état ce sentiment du provisoire, c'est ce sentiment du fini, c'est ce sentiment de l'impuissance. Et en plus, il y a une terrible impuissance. Donc, ça génère une réaction: où vais-je trouver la sécurité? Comment je vais m'exorciser, en quelque sorte, de ce sentiment de finitude? Alors, je vais aller vers la métaphysique, je vais aller vers les religions, je vais aller vers accumuler de l'argent, je vais aller pour être puissant, etc. Et ça donne quoi? Ça donne des armées qui se battent, il faut la sécurité nationale aussi, il ne faut pas seulement la sécurité individuelle, la sécurité nationale. Donc on fabrique des armes pour détruire, et tout ça, ça relève de ce sentiment profond que nous sommes très contingents. Et donc quelquefois, on va jusqu'à braver la mort, quelquefois. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on voit et ce qu'on a toujours vu, moi ce que je vois aujourd'hui, quand je fais une analyse froide des choses, c'est que la quête de la sécurité donne la bombe atomique, ce qui est absurde. On se met en sécurité, c'est ce qu'on a même appelé l'équilibre de la terreur. On a tellement... comment allons-nous gérer la terreur, gérer la peur pour nous apaiser? Eh bien, on s'y prend très mal. Au lieu de s'apaiser par la fraternité, si nous nous tendons tous la main, on n'a plus à craindre rien les uns des autres. Mais par contre, on est dans l'antagonisme. À ce moment-là, quand on est dans l'antagonisme, il faut que je me défende. Et je vais avoir une défense nationale plus forte que celle d'à côté. Et s'il y en a un qui a la bombe atomique, moi aussi, il faut que je puisse l'acquérir, etc., etc. Donc ce qui fait que l'humanité s'est trompée en pensant que c'est avec la force qu'on crée la paix. On ne crée pas la paix avec la force. Alors que si nous étions dans la bienveillance, déjà éduquer les enfants dans la bienveillance entre eux, ça fera des adultes non pas antagonistes, je dois dominer, je dois être le meilleur. Oui, sois le meilleur mon fils. Et bien déjà on ensemence d'antagonisme. Dès qu'on dit à un enfant il faut qu'il soit le meilleur, ça veut dire au détriment de son petit camarade. Et le rapport fille-garçon, etc. Donc tous ces éléments-là procèdent de la quête de la sécurité. Et cette quête de la sécurité, on s'y prend très très mal. Dire qu'il suffirait de se tendre la main, de dire soyons frères, agissons ensemble, et ça y est, on n'a plus besoin d'armement. Il n'y a plus besoin d'armement. Donc tu as posé le paradigme de ce sentiment d'impuissance. On a vu le lien avec le capitalisme, la destruction de la nature. C'est quelque part des vies ratées, c'est des vies morbides. Qu'est-ce qui est pour toi réussir sa vie? Si on devait repenser ça comme... Alors, je ne veux pas mettre un nouveau paradigme parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand on réfléchit, on crée des dualités, etc., quand on cherche à tout expliquer.
Néanmoins, dans une transition de langage, dans une transition de conscience, des fois, il faut jouer un petit peu sur ces clés sociétales. Si, je ne sais pas, dans une école, je te disais, Pierre, explique aux enfants qu'est-ce que c'est réussir sa vie. De toute façon, réussir sa vie, je pense que quand on a la joie, on a réussi. Ah, mais c'est déjà l'aboutissement. Oui, eh ben, cette joie, on la trouve chez des gens qui n'ont rien. Et on ne la trouve pas chez des gens qui ont tout pour être heureux. C'est-à-dire qu'en fait, comme la joie, c'est quelque chose qui nous est donné, qui est d'une très grande transcendance. Quand on a la joie, on est dans la plénitude. C'est extraordinaire quand on est dans la joie. Mais ce n'est pas le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du plaisir. Ça veut dire qu'on a confondu le fait que parce que je vais m'acheter un yacht, je vais avoir la joie. Ce n'est pas garanti du tout. Du tout, du tout. Je peux avoir un yacht et pas être joyeux du tout. Alors je vais frimer, je vais montrer aux autres que ma réussite sociale, mon truc, regardez-moi, admirez-moi, je suis au-dessus des autres, etc. Bon, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup travaillé dans des villages de type, qu'on pourrait dire, traditionnels, initiaux. On prend 100 personnes dans certains villages. On leur dit d'amener leurs économies. Si on collecte 300, 400, 500 euros, c'est énorme. Alors vous dites, mais comment ça se fait avec si peu d'argent, ces gens-là sont là. Et ils se permettent en plus d'être joyeux. Donc on se dit, mais comment se fait-il qu'ils sont joyeux? Il reste toujours le problème de la femme. Partout où je suis allé, la femme servante de l'homme, ça je n'aime pas du tout. Et dans les traditions dites primitives, dites traditionnelles, souvent la femme est la servante, etc. Et ça, mon ami Sankara a voulu abolir tout ça parce que je n'admets pas qu'il y ait un être humain subordonné à un autre humain. Mais par contre, le féminin et le masculin doivent s'assembler parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et que ces deux énergies féminines et masculines doivent présider à l'organisation du monde. Voilà. Mais vous avez donc vous demandez à des gens d'amener leurs économies, 100 personnes, 300, 400 euros, pas plus. Et on pourrait dire, mais comment ils font pour vivre? Ils vivent parce qu'ils sont reliés directement aux sources de la vie. Ils cultivent leur jardin, ils ont leurs arbres, ils ont leurs troupeaux, ils savent tisser leurs vêtements, ils savent construire leurs maisons, elles sont ce qu'elles sont, on ne demande pas, ils savent répondre par eux-mêmes à leurs besoins de survie. Ils savent répondre par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de... Et donc ils sont dans une situation où l'argent, en fait, n'a pas d'effet particulier. Et alors, puisque je suis dans ce chapitre, qu'est-ce qui a détruit le bonheur de ces peuples? C'est quand on a introduit l'argent. C'est des paysans, répondaient à leurs besoins, et un jour on est venu à leur dire, mais messieurs, dames, il faudrait quand même que vous gagniez de l'argent, et pour gagner de l'argent, c'est ce que j'ai vu au Burkina par exemple, faites du coton, cultivez du coton, cultivez des arachides, etc. Et cultivez tout ça avec la poudre des blancs, c'est-à-dire l'engrais. Vous amenez l'engrais et vous allez voir ce que vous allez voir. Les récoltes vont être extraordinaires. Le paysan dit, moi, l'engrais, je ne connais pas. Je n'ai jamais utilisé. Et puis, on me demande de l'acheter et je n'ai pas d'argent. Donc, la coopérative s'installe et dit, voilà, on va vous avancer l'argent pour acheter l'engrais. Et quand vous aurez récolté, vous amenez la récolte à la coopérative prend la récolte et vous remet l'argent qui vous revient, déduction faite de l'avance qu'on vous a fait sur non seulement l'engrais, mais le pesticide, mais la semence sélectionnée. Et voilà le paysan piégé. Il rentre dans le système, il sort du système traditionnel dans lequel il avait
une autonomie totale pour rentrer dans un système, disons, organisé de face autour du gain financier. Et le voilà foutu. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est endetté à vie par rapport, parce que le pauvre vieux, il rapporte sa récolte, mais la récolte qu'il a rapportée, ça ne suffit pas pour rembourser la dette qu'il a contractée. Et il est obligé de travailler. Et qu'est-ce qu'on fait dans le village? On dit aux enfants, écoutez, ne restez pas là, partez. Allez gagner votre vie en ville. Donc les jeunes partent en exode urbain, vont dans les villes. Une fois qu'ils sont dans les villes, ils sont piégés. La ville grossit. Et comme la ville grossit, eh bien, à ce moment-là, les jeunes cherchent du travail, n'en ont pas. Souvent, ça tourne à la misère. Et la ville grossissant, eh bien, il faut fournir. On n'est pas dans des pays, par exemple, où il y a du gaz, du pétrole, etc. Les gens sont pauvres. Donc la ville grossit. Et à ce moment-là, il faut quand même du combustible. Et le combustible vient de déboisement. On commence à déboiser, et on voit des charrettes de bois qui viennent alimenter les villes en continu. Ça veut dire que l'effet produit par l'urbanisation, ça a été le déboisement sans replantation. Et voilà un truc qui détruit. Le dénudement de l'espace est de plus en plus dénudé, et vous avez donc l'absence de végétation qui diminue. Le paysan augmente ses troupeaux parce qu'il dit maintenant la ville, il y a beaucoup de clients, donc je vais doubler mon troupeau. Mais le troupeau devient destructeur, plus encore destructeur. Donc vous voyez, première chose, on déboise pour alimenter la ville, pour que les gens puissent faire cuire leurs aliments. On augmente les troupeaux parce que chouette, on peut en vendre plus. Et puis, il y a l'usage du feu partout. Il se passe un dénudement de la terre, c'est-à-dire où l'être humain contribue terriblement à la désertification. Il devient destructeur du milieu. Parce que quand il a détruit le milieu, on a des superficies, quand on voit ça par avion, la superficie, disons l'espace tout entier devient de coloration claire parce qu'il n'y a plus de végétation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le soleil, au lieu d'être absorbé, est réfléchi dans l'atmosphère. L'atmosphère se réchauffe. Donc il n'y a plus de condensation, les pluies augmentent, les pluies diminuent terriblement. Et quand les pluies reviennent par une conjonction météorologique miraculeuse, la pluie qui tombe est violente. Et quand elle tombe violemment, elle ne pénètre pas, elle ne réalimente pas les nappes, mais par contre, elle emporte la terre par érosion. Et l'érosion augmente. Et voilà un scénario classique qui rentre dans le processus de désertification produit par l'être humain à cause de la misère et à cause de ce qu'on lui a fait. Et là, on a affaire à une problématique écologique d'une extrême gravité. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous amenons quoi? L'agroécologie. On amène. C'est la question. C'est ça en fait. Du coup, tu as réagi à une période de ta vie, tu es allé travailler avec l'agroécologie à refertiliser des sols. Est-ce que tu peux nous donner ces principes? Parce que c'est le cas maintenant aussi en France, quelque part, c'est pas aussi violent dans des zones désertiques, mais ça le devient petit à petit, les buissons réguliers vont dans le sud, etc. Et les sols sont complètement compactés. Quels sont tes conseils, toi qui es parti dans le monde justement, rendre des sols nourriciers? Qu'est-ce que tu conseillerais à une famille ici présente qui se retrouve face à un jardin, une friche industrielle ou urbaine, et qui devrait redonner la vie à cet espace? Alors, on a, disons, l'expérience, nous l'avons nous-mêmes appliquée, parce qu'en 61, avec Michel, ma compagne, on a pris nos clics et nos claques et on est retourné en Ardèche du Sud. On est retourné, c'est-à-dire on est allé en Ardèche parce que nous avons voulu faire un retour à la terre. Pourquoi? Parce que moi, il y a très longtemps que je mets
je mets en doute notre système de produire de produire de la joie et de la beauté. Pour moi, je pense que le monde actuel, j'avais le sentiment, à tort ou à raison, on me disait, Monsieur Rabib, en plus je n'avais pas de compétences particulières, quand je me suis présenté, j'ai travaillé à la banque, mes chiffres étaient tout le temps faux, mais enfin bon, j'étais pas du tout doué pour ça, quoi. Je veux dire, les chiffres et tout, j'ai travaillé à la Société Générale. Voilà. Ah, mais je crois qu'ils ont gardé l'habitude depuis. Hein. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Alors la première. Et quand je travaillais à la Société Générale à Oran, il y a une chose qui m'a frappé, parce qu'il y avait la cravate obligatoire. Cravate obligatoire, c'était le look qu'il fallait avoir. Et voilà, moi je devais être au guichet pour accueillir les clients, faire des opérations, et à l'époque il n'y avait pas d'informatique, donc vous faisiez tout à la main, etc. Bon, etc. Et un matin, tout d'un coup, j'étais devant la glace, en train de mettre ma cravate. Et vous savez ce qui m'a touché? Le nœud coulant. Ce geste-là m'a paru mais horrible. Jusque-là, je le faisais sans aucun truc. Ils avaient l'impression de la strangulation et la laisse, la pendaison, enfin tout. Et je me suis dit, c'est un symbole subliminal, c'est quelque chose qu'on fait sans même penser à sa symbolique elle-même. Parce que le subliminal, il est au tréfonds de l'inconscient. On le fait en croyant que nous faisons une chose juste, mais elle est révélatrice de ce que nous avons profondément dans notre inconscient. Et j'ai détesté la cravate. Je dis plus jamais de cravate. Bon. Ensuite, la deuxième chose, donc ça c'était à Oran. Je pars à Paris un peu à l'aventure, sachant pas trop quoi faire, et exclu de mes deux cultures, et je cherche du boulot. Tout ce que je trouve comme boulot, c'est dans une entreprise de la région parisienne où je deviens OS, ouvrier spécialisé. En fait, on nous appelait ouvriers spécialisés pour ne pas nous appeler les hommes à tout faire, quoi. Je veux dire qui n'ont aucune valeur. Alors on était spécialisés. Je me demandais, mais en quoi est-ce que je suis spécialisé à transporter des trucs voilà. Donc c'était vraiment, ils étaient gentils de nous appeler spécialisés. Alors qu'en fait, on était les subalternes, les parias du système qui étions dans la strate inférieure. Ils n'ont pas fait l'erreur de nous appeler les ouvriers polytechniciens, finalement. Bah, moi, comme les ingénieurs ou des fois, justement... Bah, nous, on n'avait rien à exhiber, aucun titre. J'avais fait un peu de prothèse dentaire, j'avais fait un peu de banque. J'avais pas de compétences, j'avais pas de qualification. Mais par contre, ce qui était intéressant de travailler là-dedans, c'est d'observer la condition humaine. Et finalement, à un moment, à tort ou à raison, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de me demander? De troquer toute ma vie contre un salaire. Et qu'est-ce que je vais faire de toute ma vie? Eh bien, je vais être incarcéré. Incarcéré, c'est-à-dire 11 mois de coma et 1 mois de réanimation. Voilà. Et donc, rester complètement, voilà. Et en même temps, le système dit, il va me libérer. Vous allez voir, ce que vous allez voir, le système va vous libérer. Moi, je ne voyais pas en quoi on était libéré, puisque de la maternelle de la maternelle à l'université, on est enfermé. On appelle ça le bahut, d'ailleurs. Puis ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Tout le monde dans les boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Ben dans sa caisse, bien sûr. Et puis ensuite, il y a la boîte à vieux. On met les vieux entre eux. D'ailleurs, c'est tellement cruel que ces vieillards, ces vieilles personnes reléguées, alors qu'elles devraient être dans une famille qui les choisit. Alors on parle des primitifs comme étant non évolués, mais eux, ils respectent leurs vieillards. Les vieillards sont choyés, comme l'a été ma grand-mère. Et puis du coup, tout ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je suis devenu le petit soldat de l'économie qui rentre, qui va aider les multinationales à s'enrichir et qui va finalement s'éteindre après avoir enrichi les multinationales. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Hein. C'est pas... Moi je le dis,
Vous m'avez demandé de parler, je parle, c'est tout. Mais je dis pas voilà, à vous de dire voilà le bien, voilà le mal. Je ne vous dis rien du tout de tout ça. Par contre, j'approuverai la petite histoire du pêcheur. Un pêcheur est là, il vient de finir son boulot, et il a sa barque là, et puis un monsieur sérieux passe. Il dit, monsieur, la barque là-bas, elle est à vous? Oui. Oh, mais elle est petite. Et après, vous pourriez en avoir une plus grande. Et après? Eh ben, vous allez pêcher beaucoup plus de poissons, et vous allez vous racheter un petit bateau. Et après? Après, vous allez acheter encore un bateau plus grand, vous allez embaucher des gens, vous allez, etc. Et après? Et bien après, après, vous vous reposerez. Et bien, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est des petites histoires drôles à méditer. Pour nous, notre société travaille trop. Quand on voit que nous produisons 30 à 40% de déchets, de choses à jeter, que nous fabriquons du déchet en grande quantité, à tel point que ça devient presque une prouesse pour traiter de tous ces déchets, eh bien c'est absurde. Alors on a des machines pour aller plus vite. Mais vers quoi? Alors on va plus vite, d'accord. C'est comme quand récemment, je prends le train de Paris à Montélimar, c'est notre gare de destination, c'est Montélimar. Quand je vais à Paris, parce que nous, en Ardèche, on n'a pas de train. Et donc je rentre dans le train, silence absolu. Personne ne se parlait. Vous savez pourquoi les gens ne se parlaient pas? Parce qu'ils étaient tous équipés d'instruments de communication. Oui. Et ça, il n'y a qu'à regarder. Chacun de nous peut voir ça. Peut voir que ces instruments de communication, c'est ce qui empêche la communication. C'est absurde. On est dans un truc où on a l'impression on ne raisonne plus. Vous voyez? Cerise sur le gâteau, je me trouve, il y avait 3 sièges, je crois, dans le train, donc silencieux, personne ne se parle, tout le monde très sérieux, et les gens méditant, en agitant la tête. Voilà, c'était ça. Et puis les autres cherchent des poux, et les troisièmes font des... Voilà, c'était ça. La communication. Voilà. En plus, j'avais envie quand même de revendiquer, parce que je me suis trouvé au milieu de 2 mastodontes. C'est-à-dire Pierre Rabhi disparaissait entre les 2 mastodontes. Et vous savez à quoi je pensais? Je dis quand même, il faudrait que le billet de train soit au poids et non pas à la personne. Parce que moi je trouvais complètement injuste de payer comme les autres. Voilà. On devrait passer sur la bascule, c'est tant le kilo, et voilà. Moi ça m'arrangerait mieux, et il faudrait monter un mouvement, vous savez, des maigres, des minces, qui se révoltent contre les autres parce que c'est injuste. Et voilà, on est dans, quelle que soit la manière dont on prend l'organisation de la société d'aujourd'hui, quelle que soit la manière dont on la prend, ce qui rebondit est que seulement soyons efficaces, produisons du produit national brut, et etc., etc. Et en plus, on arrive dans une impasse dans laquelle, où finalement, dans les sociétés où on exclut les gens, il y a des dispositifs de palliatifs contre le chômage, contre etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça peut durer des siècles? C'est pas vrai. Alors, en attendant, le politique dit, mais on va arranger tout ça. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas l'arranger parce que la logique elle-même ne peut pas permettre d'arranger les choses. Sauf à intégrer la performance de la simplicité. C'est-à-dire être performant à l'envers. Non pas performant avec plus, et rentrer dans la complexité, mais rentrer dans la simplicité. Et il y a une petite anecdote comme ça, qui est vraie, dans les hauts fourneaux, je ne sais pas lesquels, on faisait fondre des minerais, des métaux. Et alors il y avait des goulottes, et il y avait des wagonnets qui passaient au-dessus. Et ces wagonnets, quand ils passaient au-dessus du foyer du brasier, qui est intense, s'ouvraient,
laisser tomber le minerai et continuer. Seulement, à chaque fois, il prenait un choc thermique. Et le choc thermique déformait légèrement les wagonnets. C'est-à-dire qu'ils se refermaient de moins en moins bien. Ils s'ouvraient comme ça. Au début, c'est bien, mais après, avec choc sur choc, ils se déformaient. Et il fallait les changer, et ça coûte très cher. Donc, on réunit des ingénieurs qui sont susceptibles, eux, de trouver la solution. Alors, on dit peut-être qu'il faut la qualité du métal, mais ça coûte trop cher. Si on met du métal qui ne résiste au choc thermique, ça va coûter très cher, etc. etc. C'était le casse-tête. Voilà. Puis, il y a quelqu'un d'intelligent qui dit « Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux ouvriers eux-mêmes comment ils conçoivent la chose ?» Les ouvriers sont convoqués en disant « Écoutez, alors ces pauvres ouvriers, ils osent à peine, devant ces sommités, ils osent à peine ouvrir la bouche. Vous vous rendez compte, tout ce que je vais dire, ça va être de la connerie, hein, face à ces sommités. » Donc ils disent rien. Puis il y en a un qui ose lever la main, tout doucement, il dit combien coûte un sac de jute? Ils disent oh, bah, c'est une broutille, quelques centimes. Ben, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le minerai dans ces sacs de jute? Quand il passe sur le brasier, le fond brûle, le minerai tombe et on aura dépensé seulement un sac de jute. C'était la solution. Aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'on considère qu'il y a des spécialistes qui, eux, sont capables de donner les bonnes réponses. Voilà. C'est vrai. Il y a des spécialistes éminents qui donnent de très bonnes réponses. Et c'est comme ça qu'on a construit d'ailleurs nos carnets d'alerte. On est allé chercher des spécialistes. Problème de la faim, qu'est-ce que vous en pensez? Problème des semences, qu'est-ce que vous en pensez? La finance, etc. Il y a des spécialistes éminents qui savent donner de très bonnes réponses. Mais il faut aussi considérer que le savoir, ou les intuitions, ou les connaissances, ou les idées peuvent être dans un cercle plus large que celui simplement des spécialistes. Alors ça nous amène bien sûr à l'économie, où l'économie finalement, moi j'ai appelé ça l'économie ou science de la prédation légalisée, comme je disais tout à l'heure, où finalement, qu'est-ce on entend par économie? C'est seulement ce qui a une parité financière. Une chose qui n'a pas de parité financière ne figure pas dans l'économie, puisque c'est l'argent qui détermine l'économie. Alors quid de tous les gestes que nous faisons gratuitement? Ou alors on est dans une société de l'économie stricte, et on fabrique, quand on fait un enfant, on met au monde un producteur consommateur qui fait tourner la machine, auquel cas cet enfant appartient en quelque sorte à la logique, il appartient à la logique elle-même. Ou alors on fait un enfant pour la vie. Si on fait un enfant pour la logique, eh bien, une mère de famille peut parfaitement envoyer sa facture à l'État et lui dire, moi je vous ai fait un petit producteur consommateur, ça m'a quand même, j'ai veillé sur lui, je l'ai allaité, je l'ai soigné, etc. Vous me devez tant. Voilà. Ça devrait être logique comme ça. Eh bien non. C'est-à-dire que les actes que nous faisons non rémunérés ne sont pas introduits et inclus dans l'économie. Je pense que si on ne faisait pas les actes non rémunérés, les actes rémunérés n'auraient pas lieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui à repenser même l'économie en tant que telle. Et c'est pour l'économie qu'on détruit la vie. C'est pour l'économie qu'on détruit la vie. Alors l'économie qui devrait permettre de vivre et rentre dans le jeu de la prédation et de la destruction. C'est pour l'économie qu'on détruit les forêts. Pour l'économie, chaque fois qu'il y a en quelque sorte quête financière, ça c'est introduit dans l'économie. Mais chaque fois qu'il n'y a pas quête financière, ça n'est pas intégré dans l'économie, alors que c'est de l'économie. Et c'est pour ça qu'il faut revenir maintenant, compte tenu du contexte qui va être très difficile, chômage, etc. Il ne faut pas nous faire croire qu'on va résoudre ces problèmes-là, ça n'est pas vrai. On ne peut pas résoudre ça, on ne peut pas à la fois être dans un principe de
de mondialisation, c'est-à-dire qu'on met les êtres humains en concurrence les uns contre les autres, et que le meilleur gagne, enfin, ou que le plus pervers gagne, et prétendent que l'avenir peut se construire là-dessus. C'est pour ça que nous préconisons l'autonomie, dans le sens où il faudrait, moi quand je dis que cultiver son jardin est un acte politique, moi c'est ça. Un acte, c'est pas cultiver seulement jardin, c'est-à-dire rentrer dans une résistance qui va mener petit à petit les communautés à l'autonomie. Et plus on construit d'autonomie, plus on est libéré d'un système qui en fait aliène tout le monde. Et soit nous continuons dans cette aliénation où la politique vient au secours comme elle peut, mais enfin elle ne viendra pas au secours longtemps, soit on part sur le principe, mais pourquoi diable, il y a de la terre, il y a de l'eau, on a de l'énergie humaine. Cette énergie humaine, elle est réelle, elle est vraiment réelle, mon énergie, elle est réelle. Pourquoi ne pas redéfinir en quelque sorte l'organisation du monde sur l'intégration de l'énergie humaine en tant que réelle énergie, et ensuite qui permettrait ce qu'on entend l'autonomie, c'est-à-dire que chaque communauté suffit à elle-même pour ce qui concerne les biens indispensables. La nourriture ne devrait pas voyager. La nourriture devrait être quelque chose que chaque communauté maîtrise là où elle est. On ne doit pas jouer avec ça. On peut éventuellement se passer d'autres choses, mais la nourriture devrait être absolument maîtrisée, à tel point que les pays qui n'ont pas maîtrisé leur nourriture, y compris mon pays d'origine, l'Algérie, qui importe plus de 95% de leur nourriture, mais ça va être dramatique, absolument dramatique. Et donc la question alimentaire aujourd'hui rentre comme une des grandes problématiques à laquelle il faut maintenant réfléchir très sérieusement. Voilà. Et quand on voit qu'il y a de la terre, il y a de l'eau, etc., et qu'on pourrait se mettre... En plus pour moi, j'ai dit, je renonce à tout, sauf à mon jardin. Et pourquoi je ne veux pas renoncer à mon jardin? Parce que ça me remet dans la cadence de la vie elle-même. C'est pas seulement cultiver des légumes, c'est aussi retourner à une cadence de la vie, c'est aussi le miracle de la vie. Moi, je suis tout le temps émerveillé de voir que je mets une petite graine de rien du tout dans la terre et que ça vous donne un plant de tomate avec des milieux de... C'est ahurissant, la beauté de tout ça. Eh bien, on y renonce. Et maintenant, on a de la nourriture frelatée qui vient de tous les côtés et qui, quand on se met à table, il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit. Et donc, du coup, on a... Et on porte atteinte, avec la nourriture qui devrait nous nourrir, elle nous tue. On porte atteinte à notre propre corps par une nourriture frelatée. Parce qu'une nourriture qui pousse sur des sols morts, eh bien, ces sols morts dans lesquels on a mis que des engrais chimiques, c'est-à-dire le fameux NPK, etc., qui est traité d'une façon pour être soluble. Et quand il y a une plante dans le sol, cette plante, elle est obligée d'absorber, malgré elle, des substances chimiques au détriment de tout le spectre des sels minéraux, oligo-éléments. Et le sol est un organisme vivant à part entière. C'est un organisme vraiment vivant par le fait que c'est un univers à lui tout seul où œuvrent toutes sortes de bactéries, vers de terre, insectes, etc. Et tout ça, ça travaille pour que le sol soit vivant. Et quand vous ancrez, vous mettez une plante dans ce sol, ou que vous semez une graine, elle est vivante. Aujourd'hui, on fait de la nourriture morte qui n'a que de l'apparence, mais qui n'a plus la substance nécessaire à notre propre organisme, puisque notre organisme est quand même équilibré par un nombre important de sels minéraux et de l'énergie. Parce que c'est ce que les Steiner avaient évoqué depuis longtemps, c'est que la Terre et le cosmos sont en dialogue, en corrélation. Une plante qui n'a pas été cultivée selon les normes de la vie elle-même perd toute faculté d'être en corrélation avec les énergies subtiles. Ces énergies subtiles,
personne ne peut les nier maintenant. Hein, il y a des ondes, il y a toutes sortes de choses qui circulent, qui ne sont pas forcément visibles. Et heureusement, aujourd'hui, on est en train de rentrer dans l'ère du quantique. Du quantique, c'est-à-dire de la révélation d'éléments et d'énergie qui n'étaient absolument pas révélés à l'humanité, sauf autrement. Parce que les Chinois, tout ça, ils savaient qu'il y avait des énergies, ils savaient les points d'acupuncture, etc. Tout ça, ils savaient parfaitement qu'il y avait des méridiens, etc. Mais le cerveau moderne a perdu tout ça parce qu'il est passé par la rationalité, et dire qu'il y a des éléments subtils, il n'arrive pas à le croire. D'où la révélation aussi de l'homéopathie. Comment se fait-il que vous prenez l'homéopathie, vous soignez avec, et je peux attester que ça m'a guéri? Eh bien, vous prenez de l'homéopathie, c'est des dilutions. Vous prenez une substance, vous la diluez, et plus vous la diluez, plus vous augmentez sa force. C'est ça qui est curieux. On va à l'envers de la logique. Et même les hautes dilutions, il faut vraiment des médecins extrêmement compétents pour prescrire des hautes dilutions, parce qu'on atteint le niveau de subtilité tel que ça peut déranger complètement notre organisation énergétique. Donc vous voyez, il y a des choses extraordinaires qui se révèlent aujourd'hui, mais en même temps que nous sommes encore dans cette pesanteur de la mécanique, des choses lourdes. Donc il y a maintenant à rentrer dans ce monde. Et bien la Terre reçoit ces énergies. Et quand vous mangez un légume, un fruit qui a poussé sur une terre vibrante, qui n'a pas perdu ses effets vibratoires avec les énergies cosmiques, eh ben vous mettez de la vie en vous-même. Autrement, vous mettez de la mort. Voilà. C'est pas trop compliqué. Voilà. Enfin, moi j'ai encore beaucoup à apprendre sur ces questions. Je ne suis pas un grand expert, mais en tout cas, il y a des éléments que je comprends très très bien pour avoir aussi expérimenté. C'est-à-dire pour avoir fait des essais de différentes manières. C'est plus par la voie expérimentale et vérification que je sais certaines choses que d'être en quelque sorte un expert, une sommité dans quoi que ce soit. Et pour moi, c'est évident que l'effet vibratoire, que ça soit comme ça, et c'est ces effets vibratoires qui produit ou de l'amour ou de la haine, parce que c'est pas, on est dans quelque chose de très subliminal qui fait que malgré nous, quelquefois, il y a un effet vibratoire que je ne saurais pas expliquer, mais qui détermine la haine ou l'amour, qui détermine beaucoup de choses. Voilà. J'ai une question pour tenter de faire le lien, et c'est une question qui m'embête de te poser, mais dont j'aimerais vraiment avoir ton élément de réponse. Je prends plusieurs éléments. Je reviens un peu en arrière. Tu as dit, il y a des peuples. Quand je t'ai posé la question, pour toi, c'est quoi réussir sa vie, tu nous as dit, il y a des peuples qui savent répondre par eux-mêmes à leurs besoins de survie. J'ai envie de dire oui, et aussi parce qu'ils ont les moyens de leurs besoins de survie, à savoir la terre. Parce que, après, tu nous as expliqué l'histoire de ces peuples, et tu as parlé de l'endettement, tu as parlé du coup de l'exode rural et de la ville qui grossit. La ville donc prend le pas sur la nature. Plusieurs fois, tu as dit et répété, je voudrais reprendre ton terme exact, l'économie c'est la science de la prédation, et ça me fait penser à Proudhon, la propriété c'est du vol. L'économie, quelque part, s'approprie, c'est ce que tu nous as dit en introduction. Tout ça fait qu'on arrive en effet à un point aujourd'hui où on a une population très urbaine, et qui ne le souhaite pas nécessairement. Et tu as aussi dit, moi, tout ce que vous voulez, mais laissez-moi mon jardin, parce que c'est ma connexion. Or, il y a toute une génération, voire un ensemble de générations finalement, il y a peut-être une génération qui est en train de vouloir revenir à la nature, qui n'a pas accès à ce jardin. Politiquement, on en vient donc à un conflit, à une dualité. Nous, on n'a pas envie de la créer, mais on se retrouve dans cet élan de dualisme, qui fait qu'à un moment, on a des projets politiques comme des grands travaux d'aménagement pour créer de l'emploi, soi-disant, par rapport au chômage que tu as très bien énoncé et critiqué. Et j'entends évidemment, par exemple, les zones d'aménagement.
Je pense que tu vois venir avec la question des ZAD, et à l'opposé, parce que malheureusement ce monde est dans la dualité, on a des gens qui veulent préserver des espaces de vie où ça pétille, fussent-ils imparfaits, sont-ils dans l'expérimentation et de la sagesse et de l'agriculture et du vivre ensemble, et on est face à des gens qui s'affrontent avec une violence qui va jusqu'à la mort de Rémi Fraisse, et un hommage aussi en posant cette question. La question terrible qui me taraude, parce que tu as un activiste face à toi qui a pu à des moments se calmer en se posant beaucoup de questions et qui a refusé la violence jusqu'au moment où la violence détruisait la nature, et qui aujourd'hui est père de famille, donc recevoir des coups, ça s'accepte. Mais maintenant que mon enfant, mon plus grand est ado, j'aurais peut-être du mal à encaisser les mêmes coups. Si un projet comme Vinci et un aéroport, comme on a vu qu'en espace, ça servait à rien, enfin que ça crée de l'emploi à court terme, venait en Ardèche et que les jeunes se rapprochaient de toi et te disaient doit-on organiser une ZAD et non pas aller taper les policiers sur leur commissariat, ce sont des hommes et quand ils viennent, quand les gens pourraient agresser nos enfants, on est quand même bien content qu'ils puissent être là. Mais quand par contre ils sont pour couvrir des travaux qui sont en plus pas légaux, et qu'ils sont là pour faire qu'on évacue cette zone et qu'on détonne, quels seraient tes mots? Aujourd'hui, c'est bien, c'est très très bien. Oui. La question est pertinente. Oui. Là, c'est une question d'organisation politique. Il y a des jeunes qui veulent, moi je rencontre beaucoup de jeunes, ils ont la volonté, ils veulent. Et on sent leur... Bon, il y a eu l'épisode 68, l'épisode, j'ai connu ça, l'épisode 68. Nous, on était retournés à la Terre en 61, et quand est arrivé 68, on a dit, enfin, mais moi j'étais émoustillé, j'étais à la radio, enfin, les jeunes ont compris, société de consommation, on n'en veut plus, etc., grande révolution. Et arrive la déception. Il se réfère à tel philosophe, tel machin, telle idéologie, j'ai dit c'est foutu. Il ne s'agit pas de se référer à des idéologies, il s'agit de simplement, parce que les jeunes disaient ras-le-bol de la société de consommation, ils étaient écœurés par l'abondance. Et la surabondance qui en fait les neutralisait et les rendait tristes. Ouais. Le temps a passé, c'était les 30 Glorieuses, la société fonctionnait. Aujourd'hui, c'est impossible que des jeunes viennent se rouspéter contre la société de consommation, puisqu'on est de plus en plus dans le manque. C'est pas le trop, c'est le manque. Donc ce manque, soit on dit... alors c'est une opportunité extraordinaire, parce que ça laisse, cette précarité qui s'installe, laisse un espace de créativité extraordinaire. Et il y a beaucoup de jeunes que je rencontre qui disent, d'accord, avec mon diplôme, je pourrais avoir tel travail, mais je préfère finalement renoncer parce que j'ai envie de vivre autrement. Donc cela existe, si vous voulez. Ce qui manque, c'est des États qui comprennent la situation sociale et qui pourraient dire pourquoi ne pas aller dans la réflexion concernant l'équilibre rural-urbain. Il est temps d'équilibrer le rural et l'urbain. Alors il y a des espaces qui se libèrent dans le monde rural par exode, c'est-à-dire par sorte de dépôt de bilan. Moi, là où nous logeons, il y avait 4 paysans authentiques qui parlaient patois, etc., qui avaient leurs troupeaux, qui cultivaient. Il n'y a plus personne. Donc les terres sont en friche. Parallèlement, il y a des jeunes qui voudraient bien s'installer. Et bien là, il y a une opportunité à saisir, c'est comment favoriser en quelque sorte les bonnes volontés de jeunes qui veulent s'installer, moyennant évidemment du sérieux, exigence dans la formation, etc. Pourquoi ne pas planifier pour rendre accessible? C'est pas « Oyez, monsieur, dame, venez prendre », c'est pas ça. On passe par une formation spécifique, et ensuite on vous confie de la terre, et il pourrait y avoir une politique nationale dans ce sens-là. Je crois que ça serait vraiment salutaire. Deuxièmement, pas plus loin qu'hier, je discutais avec un maire, je ne vais pas vous dire lequel, un maire quand même d'une ville importante, qui est venu me voir. Et puis, en discutant, je lui ai dit, mais pourquoi
pourquoi les municipalités ne créent pas des chantiers de création de villages, mais avec une performance, la simplicité. C'est-à-dire où des jeunes seraient invités à construire eux-mêmes leur habitat. Et pendant ce temps-là, c'est un apprentissage extraordinaire parce qu'ils auraient de très bons plombiers, de très bons électriciens, de plus bons carreleurs, de plus bons chantiers, écoles, c'est-à-dire chantier-école dans le sens d'une créativité. Et ils seraient intéressés non pas à faire simplement un prototype et rentrer chez eux, mais ils créeraient leur propre habitat. En même temps qu'ils apprennent, mais dans la performance de la simplicité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec toujours plus perfectionné, toujours plus ceci, c'est pas la bonne voie. La vraie performance aujourd'hui, c'est de revenir à quelque chose qui est simplifié, qui néanmoins répond entièrement à nos besoins, mais pas dans la complexité. Parce que la complexité est chère, elle est très très chère. Voilà. Alors c'est peut-être une utopie stupide, j'en sais rien. En tout cas, j'avais proposé il y a quelques années ce qu'on appelle les oasis en tout lieu. Pourquoi j'avais proposé les oasis en tout lieu? Parce qu'en disant, il va y avoir une désertification sociale, et pourquoi ne pas créer des lieux qui seraient des lieux où les gens pourraient se rassembler comme dans un lieu refuge en quelque sorte dans la désertification, mais pas simplement dans l'idée de refuge, mais dans l'idée d'une sorte de créativité. Et j'ai eu quand même la joie de voir ma fille créer le hameau des Buis. Certains connaissent le hameau des Buis. Eh bien, c'est un village qui a été entièrement créé par les gens qui devaient y habiter. Et ça fonctionne très bien. Il y a une école, il y a un collège, etc. La seule difficulté, c'est que ça nécessite un certain niveau financier qui n'est pas accessible à tout le monde. Et je pense qu'il faudrait maintenant essayer de voir est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un niveau accessible au plus grand nombre et dans une créativité collective où l'on fait soi-même son habitat avec des spécialistes qui seraient les moniteurs qui apprendraient aux gens, mais je construis ma maison avec le savoir et l'assistance du professionnel. Moi, je crois que ça serait bien. Je crois que ça serait très bien et ça permettrait finalement, en définissant les espaces de construction, les espaces nourriciers, il faut intégrer dans le village l'espace nourricier et l'espace des services, l'espace. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment tenter. En tout cas, ce que nous voulons faire maintenant, puisque vous savez que vous savez ou vous ne savez pas, que nous avons un fonds de dotation, lequel fonds de dotation qui est une sorte de, comment appeler ça, de fondation qui collecte les moyens, et nous avons bien l'intention de créer certains prototypes expérimentaux d'écologie intégrale, c'est-à-dire intégrale. Tout le village serait en quelque sorte, et les gens, écologie intégrale. Partant de l'école, l'initiation des enfants, la lutte contre l'érosion, le reboisement, l'agriculture écologique, l'élevage raisonné, l'artisanat, etc. et rassembler le tout. Parce que je crois que demain, on sera obligé. Demain, on sera obligé parce que le jour, quand on arrivera au moment où les institutions diront on ne peut plus payer personne, qu'est-ce qu'on fait? On voit déjà les prémices dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, etc. Il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui rentrent dans une forme de précarité, mais on a l'impression qu'il n'y a rien de prévu pour que cette précarité ne devienne pas un désastre. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre le devant là-dessus. Nous avons encore de l'énergie humaine, nous avons du savoir humain. Alors ce qu'on entend, nous, par Oasis, c'est quand les gens se rassemblent, ils mutualisent leur savoir et leur savoir-faire. Quelqu'un sait faire quelque chose pour moi, il me le fait pour moi, je sais faire quelque chose pour lui qui ne sait pas faire, je le fais. Et donc cette mutualisation des savoirs et des savoir-faire constitue une richesse collective qui ne sera plus traitée en termes prestations payées, mais en termes de réciprocité dynamique. Ça vous paraît clair ou délirant?
Voilà. Je crois vraiment qu'on est riche, mais il faut que cette richesse de savoir, de savoir-faire, comme on ne peut pas la négocier en termes je donne ma compétence contre un salaire, il faut l'utiliser. Ma compétence sert à faire évoluer collectivement la société dans un système de réciprocité et de solidarité. Voilà. Moi, je crois que l'avenir, c'est ça. Ça serait dommage que les connaissances acquises, sous prétexte qu'il y a du chômage, ça tombe à l'eau et que ça soit perdu. Donc, c'est le moment de les récupérer et en même temps, sur une exigence de comment répondre par nous-mêmes à notre alimentation, qui est l'élément premier, et l'alimentation, ça ne doit pas voyager. Ou alors, il y a une caricature là-dessus sur l'alimentation, un camion de tomates qui quitte l'Espagne pour livrer la Hollande. Un autre camion de tomates quitte la Hollande pour livrer l'Espagne. On se demande pourquoi. Il se percute dans la vallée du Rhône. Et vous aviez les tomates hollando-espagnoles mélangées. C'était l'absurde. Ils ne se comprenaient même pas, d'ailleurs, les tomates. Elles ne se comprenaient pas. Et ça, c'est l'image de l'absurde, où on va chercher des choses loin, à coût de transport, à coût de ceci, etc., alors qu'on pourrait les produire là où nous sommes. C'est stupide. Et ça fragilise en quelque sorte la sécurité alimentaire, parce que ce qu'on ne maîtrise pas directement, c'est quelque chose qui rentre dans le champ aléatoire, de grève, de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc nous avons, c'est pas désespéré, la société civile comporte aujourd'hui, elle a un potentiel de savoir, de savoir-faire et d'expérience, il y a beaucoup d'expérience. Notre ambition à nous, c'est justement un forum civique, de façon à ce que ce forum civique mette en évidence le fait que la société civile est fertile, mais que cette fertilité, il faut maintenant qu'elle devienne une puissance et une expression politique non politicienne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas alignée sur quoi que ce soit, c'est de la politique de la vie, et strictement de la politique de la vie. Et on se fera du bien entre nous. Reste évidemment l'aspect le plus difficile, c'est l'aspect humain. L'aspect humain est la problématique la plus difficile à résoudre. On commence par « je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours », etc. Et puis ça finit par « le diable t'emporte ». Donc il faut arriver à ce travail que nous avons à faire sur nous-mêmes pour être de braves gens, de braves types. Voilà. Et ça, c'est le travail que nous faisons sur nous-mêmes. Et ce travail de transformation humaine est indispensable. Parce que je peux manger bio, me recycler mon eau, me chauffer à l'énergie solaire et brimer tout ce qui m'entoure. C'est pas parce que je mange bio que tout va bien. Il ne faut pas croire ça. Je peux être un sale type qui mange bio. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux illusions. La société, et je crois que je vais arrêter là, la société ne peut changer que si les êtres humains changent. Et pour finir finalement et donner mon ressenti le plus puissant, il se trouve qu'à Montchamp, donc sur notre ferme, au début on était installés, puis nous n'avions pas beaucoup d'argent, enfin c'était vraiment difficile. Mais pour nous chauffer l'hiver, on avait dans la propriété qu'on a achetée, sans eau, très peu d'eau, sans électricité, sans téléphone, la terre rocailleuse, etc. Et quand je suis allé au Crédit Agricole pour emprunter, ils m'ont dit, Monsieur Raby, vous êtes cinglé, quoi. Jamais vous ne vivrez sur ça, mais on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Seulement, comment dire aux préposés, heureusement il y a un sénateur qui nous a pris sous son aile et qui nous a aidés quand même à obtenir le petit crédit. Il a dit aux gens du Crédit Agricole, même s'ils se cassent la figure, vous revendez tout, et le Crédit Agricole ne va pas déposer son bilan parce que les rabis auront échoué. Ce qui était vrai. Donc on finit par nous prêter. Et puis, en aparté, une fois qu'on a eu notre crédit, bien sûr, en aparté, on lui dit, mais
mais pourquoi vous cherchez la difficulté? Pourquoi vous installez là? Vous pourriez être dans un lieu plus facile, etc. Et la personne qui était là, je lui dis, regardez le paysage. 17 clochers, nous voyons 17 clochers. On a le bois de paille-olive qui est splendide. Nous avons, on va se taire, il y a du silence. Quand il y a du soleil, nous l'avons. Par la suite, j'allais dire, je suis milliardaire. Et j'ai un appartement de 30 hectares. Parce que moi, habiter, c'est pas habiter la petite caisse dans laquelle je suis pour être abrité. Et malheureusement, beaucoup se contentent de ça. Mais habiter, c'est habiter aussi un univers. Habiter, c'est pas seulement être dans sa petite niche. Tout ça, si j'avais dit ça au Crédit Agricole, ils n'auraient jamais rien compris. Alors, on nous avait donné, on nous a donc prêté, quelle beauté, etc. Et c'est ça qui nous a stimulés pour dire, il faut surtout qu'on y arrive. Parce que abandonner ce lieu, c'est impensable, par un échec. Donc on a mis la force. Et on a réussi à s'installer. Une autre anecdote, qui est un peu parente de celle-là, nous sommes installés. Il faut donc se chauffer parce qu'on n'a pas les moyens. On a du bois, donc on coupe du bois. Et j'invite un de mes amis à m'aider à couper mon bois et je vais l'aider à couper le sien, puisqu'on n'avait pas de tronçonneuse ni rien du tout ça. Alors je vais chez lui, il vient chez moi, et un soir, on travaille toute la journée, vous voyez, avec des passes, des haches, tous des outils, simplement des outils élémentaires qu'on utilise. La journée s'achève, coucher de soleil magnifique. Sur ce coucher de soleil magnifique, de toutes les couleurs, une splendeur, se découpe un chêne. Chêne magnifique. Et ce chêne, c'était l'hiver, il était dénudé, donc il faisait comme une dentelle sur l'horizon, comme une belle dentelle sur l'horizon, et ça ajoutait à la beauté de tout ça. Et moi j'étais là à m'extasier devant cette beauté, ce silence, ce jour qui tombe, etc. Et je suis émerveillé, et mon camarade se demande pourquoi je suis silencieux, que je dis rien, etc. Il s'approche de moi, il dit qu'est-ce qu'il... Je le prends par la main, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Je vais finir là-dessus, à méditer.